je tiens à vous remercier. Votre présence est très importante. Mais avant de commencer, je vais demander au coordinateur provincial du Funa, c'est l'imam, de nous aider avec une petite prière. C'est très important. Imam Cheikh Moussa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah amin. Allah subhanahu wa ta'ala, nous te remercions de nous avoir réunis dans ces lieux pour les débuts de notre rencontre, notre échange, et nous te demandons que vous nous accompagniez du début jusqu'à la fin et que vous nous protégez de tout mal et de tout ce qui peut faire qu'on puisse avoir des divergences. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله. En tout cas, je pense que nous allons commencer d'abord par l'historique pour vous faire comprendre à toute personne qui est ici. Vous êtes les cadres, les coordinateurs provinciaux et sous-provinciaux qui sont ici dans cette salle. Et il y a certains d'entre nous qui savent pourquoi ils sont ici, pourquoi ils ont envoyé leur CV, leur dossier, pourquoi ils sont retenus. Mais il y a encore d'autres qui ne sont pas encore dans ces bains. Et alors, je vais vraiment commencer par l'historique parce que c'est l'historique qui va nous aider à bien avancer, quoi. Déjà, la communauté islamique a une ordonnance présidentielle qui a été signée depuis 1972. Et cette ordonnance présidentielle donne droit à la communauté islamique de faire des œuvres sociales. Et parmi les œuvres sociales, c'est la création de cette nouvelle administration publique. Cela veut dire la coordination nationale des établissements conventionnés islamiques de la formation professionnelle. Donc, si aujourd'hui on vous posait des questions, pourquoi vous avez créé cette coordination, il faut leur répondre simplement par cette question, par cette réponse. Alors, déjà, la communauté islamique a une coordination des établissements conventionnés islamiques, mais c'est dans l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Et maintenant, en 2015, Matata Pogno a créé le nouveau ministère. Déjà à l'époque, c'était le ministère de la formation professionnelle, apprentissage, arts, métiers et tout. Au cours des années, ça a changé les noms. Et maintenant, actuellement, ce nouveau gouvernement de cette dame qu'on appelle simplement formation professionnelle. Et ce ministère a pris vie en 2016. Et maintenant, en 2016, c'est le génie, moi je l'appelle toujours le génie, Matata Pogno, c'est lui qui a pris cette initiative de créer ce nouveau ministère. Et il est venu faire la différence entre ce qui est métier, ce qui est professionnel et tout ce qui n'est pas professionnel. Vous voyez un peu, tout ce qui n'est pas métier, tout ce qui n'est pas technique. Donc nous sommes à la gestion de tout ce qui est centre de formation. On parle des établissements, oui, mais nous c'est plus centre de formation. On trouve la mécanique, la coupe-couture dans d'autres établissements, mais on les trouve aussi dans les centres de formation.
Déjà à l'époque, avant 2016, l'État congolais vraiment ne prenait pas en charge des centres de formation. Ne prenait pas en charge. En tout cas, aucun centre de formation avant 2016 n'était agréé. Le personnel qui travaillait, les formateurs, s'est débrouillé avec les frais des séances de formation. Maintenant, à l'arrivée de 2016, tout a été bouleversé. Aujourd'hui, il y a plein de centres de formation qui sont pris en charge par le ministère de la formation professionnelle. C'est un peu ça. Alors, je vais rentrer un peu derrière notre expert. Le samedi passé, nous a parlé des 3 services qui sont dans ce ministère. Mais moi, je vais parler seulement d'un seul service. C'est le service du SENACPF. C'est le service du SENACPF. Alors, parmi les documents que je vous ai dit d'imprimer, vous allez lire que SENACPF signifie contrôle des effectifs et éléments de paie du personnel enseignant et formateur. Cela veut dire tout le personnel qui travaille dans le ministère de la formation professionnelle et qui sont ici dans des coordinations et tous portent le statut d'un enseignant, d'un formateur. Et ces services ici qui s'occupent à payer tout le personnel du ministère, tous les personnels de chaque coordination, tous les personnels des centres de formation, jusqu'au dernier niveau, au dernier grade sentinelle, c'est les services. Alors ces services ont ces directions provinciales. Je prends seulement l'exemple de Kinshasa. Comme nous sommes ici à Kinshasa, nous avons 5 districts et nous avons 5 provinces éducationnelles et 5 directions provinciales du SENACPF. Moi, j'ai fait assistant à Kinshasa Plateau. Ceux qui sont à Kinshasa Plateau auront un peu de la chance parce que j'ai le contact des chefs de cellules qui sont là-bas à Kinshasa Plateau. Et chaque direction provinciale a ses cellules. Ceux qui sont à Kinshasa Plateau, je reviens toujours là, nous allons trouver la cellule de Doumine, Tsélé, Bibouane, Mikaou, Kinkole, et ainsi de suite. Et maintenant, ces chefs de cellules-là travaillent en collaboration avec les coordinateurs sous-provinciaux que vous êtes ici. Cela veut dire, nous allons vous nommer, oui, nous allons vous commissionner, mais sachez que nous avons tout un service dans ce ministère, le service de contrôle du SENACPF ici, qui viendra vous contrôler. Tôt ou tard, ce service viendra vous contrôler. Que vous soyez un coordinateur provincial ou sous-provincial, en tout cas, ce service passera pour vous contrôler. À ce stade ici, à ce niveau de ces services, ça fonctionne comment? Il y a la direction provinciale. Il y a les cellules. Vous voyez, non? Il y a les cellules. Il y a les cellules. Et un directeur provincial porte le grade de SA 20. Donc, porte le même grade avec un coordinateur provincial. Et chef de cellule porte le grade de SA 30. Donc, c'est un chef de division. Et les coordinateurs sous-provinciaux, ils travaillent en collaboration avec les chefs de cellule de ces services. Cela veut dire, dans ces services de SENACPF, sachez que les directeurs provinciaux, les chefs de cellule, ils ne vont jamais créer les centres de formation, jamais en aucun jour.
et passeront juste vous contrôler si réellement vos centres de formation que vous avez créés sont viables. Alors, pour qu'un centre de formation soit appelé un centre de formation, il faut que ça réponde à 2 critères. Le premier critère, d'abord, c'est avoir un bâtiment, parce qu'on parle des établissements, avoir un bâtiment. Et on parle des bâtiments, oui, mais on ne parle pas des bâtiments comme dans des écoles, il faut qu'il y ait beaucoup de locaux, non. Il suffit juste d'avoir un seul local, c'est déjà un centre de formation. Ça, c'est le premier critère. Et le dernier critère, c'est les filières que vous organisez. En tout cas, parmi les fiches que je vous ai balancées, vous allez lire, il y a des filières, beaucoup de filières que la formation professionnelle organise. Et il faut faire la différence entre filière et métier. On voit la filière de la coupe et couture, mais les métiers, c'est la broderie, c'est le surfilage, ainsi de suite. Tout est dans le document que je vous ai balancé de l'imprimer. En tout cas, prenez bien soin d'imprimer, de lire. Donc, c'est un peu ça. Les directeurs provinciaux, les chefs de cellule, ils ne créent pas les centres de formation. Ce sont nous, la coordination, qui crée les centres de formation. Cela veut dire, nous, la coordination, comme elle est nouvellement créée, nous créons nos centres de formation et le ministère vient juste nous donner les coups de pouce. Les coups de pouce, c'est la prime et les frais de fonctionnement. Et il faut le savoir que, comme nous avons créé cette nouvelle administration, c'est-à-dire la communauté islamique et la formation professionnelle, chacun a sa responsabilité. Vous allez se demander pourquoi on demande les 5 $, pourquoi on demande les frais et tout. Sachez que la communauté a sa part de responsabilité. Et notre part de responsabilité, c'est financer le projet. Donc nous sommes toujours dans les projets, financer les projets pour que le ministère vienne nous primer et nous donner les frais de fonctionnement. C'est ça, c'est-à-dire notre part comme la coordination des établissements conventionnels islamiques, c'est ça. Nous sommes là pour faire siéger notre coordination nationale d'abord, et puis nos coordinations provinciales et nos coordinations sous-provinciales. Et le ministère, lui, viendra nous primer. Mais avant de nous primer, il doit passer au contrôle. Là, on revient au service du CNACPF. En tout cas, sachez-le, même ici, au niveau national, le ministre viendra avant de nous primer. Il peut nous donner le document, oui, vous avez les documents, les arrêtés et tout, mais avant de nous primer, le ministre passera au niveau national contrôler si réellement cette coordination existe. Et les directeurs provinciaux de la coordination provinciale que vous êtes, cela veut dire son expert et le chef de cellule de la sous-division que vous serez, je prends exemple Ekeko, l'expert de la direction provinciale et les chefs de cellule passeront pour contrôler d'abord votre coordination, si réellement votre coordination sous-provinciale là que vous parlez existe et si réellement vos centres de formation aussi existent. En tout cas, si vous n'avez pas un bureau, aujourd'hui on va parler de ça, si vous n'avez pas un bureau en tant que coordinateur provincial ou sous-provincial, et si parmi les centres de formation que vous avez à créer dans votre sous-division, ces centres de formation n'ont pas de bâtiments, n'ont pas de matériel, en tout cas, sachez-les que c'est foutu pour vous. Et aujourd'hui, je vous révèle plein de stratégies pour ne pas tomber dans ça. Déjà, pour avoir la gestion des centres de formation, nous avons 2 possibilités. Cela veut dire pour gérer un centre de formation, nous avons 2 possibilités. La première possibilité, c'est d'abord repérer. Cela veut dire à partir de maintenant, chaque coordinateur provincial va se réunir avec ses coordinateurs sous-provinciaux pour essayer un peu de faire les états des lieux de chaque coordination sous-provinciale. Là, on est dans la première possibilité. Regardez si réellement il y a des centres de formation islamiques qui existent sur le terrain
et qui ne sont pas affiliés peut-être parce que nous, actuellement que nous parlons, nous avons maintenant notre quota au niveau du ministère. On n'avait aucun quota, c'est-à-dire on n'avait aucun quota, on n'avait aucun arrêté, on n'avait aucun personnel au niveau du ministère pour cette coordination des établissements conventionnels islamiques. On n'avait aucun quota et actuellement nous avons maintenant un quota. Et entre nous, il y a des frères et sœurs qui organisent des centres de formation dans les cités. Et vous allez maintenant descendre sur terrain, c'est-à-dire le coordinateur provincial, lui, va se réunir avec ses sous-provinciaux, descendre sur terrain, faire les états des lieux, voir si réellement un centre de formation d'un frère ou d'une sœur existe vraiment. Et vous allez écrire ça, vous allez faire ça dans votre rapport. Et si ça n'existe pas, il y a des impossibilités pour avoir la gestion des centres de formation. Dans la deuxième possibilité, il y a deux moyens. Le premier moyen, c'est de créer nous-mêmes nos centres de formation. Nous-mêmes devons créer nos centres de formation. Même par la voie des partenaires, nous-mêmes nous devons créer nos centres de formation. Et le deuxième moyen, c'est d'affilier les centres de formation. En tout cas, il y a plein de centres de formation à la cité qui ne sont même pas affiliés, qui sont privés, qui n'ont même pas un arrêté. Alors, ce deuxième moyen consiste maintenant à les affilier. Alors, pour affilier un centre de formation, il faut avoir plein d'informations pour convaincre un Congolais, surtout un Quinois, quand vous arrivez sur terrain dans un atelier, vous lui dites que non, vous voyez, votre atelier deviendra un centre de formation et puis c'est le ministère qui prend en charge. En tout cas, quand vous n'avez pas assez d'informations, cette personne ne va pas laisser que sa centre de formation soit à votre disposition. Et vous allez dire que non, attendez, regardez, nous avons déjà un arrêté. Parmi les papiers que vous avez, il y a un arrêté qui a été signé par Madame Kipoulou. C'est l'arrêté d'organisation et de fonctionnement des centres de formation publics de toutes les confessions. C'est un centre de formation. Il faut savoir que l'administration ne se limite non seulement au niveau national, au niveau provincial et sous-provincial, qui remplit tous les deux critères que je viens de parler. Sachez que ce centre de formation est appelé à faire des mises en place et du coup on entre dans une administration parce que déjà être chef de division, ça veut dire un chef de centre a les grades 130. Normalement, un chef de centre a les grades 130. C'est lui-même qui a les grades 130. C'est comme dans la sous-division. Un coordinateur sous-provincial, c'est lui. Et nous sommes toujours dans les deuxièmes moyens. Vous dites non, regardez, et au-delà de ça, vous aurez une mise en place, mais avec les bonnes démarches, vous aurez les primes. C'est le ministère qui va s'occuper d'abord à payer les coordinateurs nationaux, provinciaux, sous-provinciaux et vous aussi, les membres des centres de formation. Et plus tard, vous aurez les frais de fonctionnement. Comment se départage les frais de fonctionnement quand ça arrive au niveau de la coordination nationale? Le coordinateur national lui-même va appeler ses sous-provinciaux. Là, maintenant, je vous donne une matière pour convaincre les chefs de centre qui ne sont même pas chefs de centre actuellement, vous devenir un chef de centre. Vous leur dites que non, regardez, lorsque nous aurons les frais de fonctionnement, les coordinateurs nationaux vont appeler ces coordinateurs provinciaux. Les coordinateurs provinciaux vont partager avec les coordinateurs provinciaux et les coordinateurs provinciaux vont appeler les sous-provinciaux. Les sous-provinciaux, ça part dans son bureau parce que vous aurez toute une administration, il y a beaucoup de bureaux aussi de ces points et chaque coordinateur sous-provincial, regardez, parce qu'aujourd'hui nous avons un frais de fonctionnement, c'est un frais de fonctionnement qui est vraiment costaud par rapport au nombre de personnels qui sont de la coordination. Donc c'est un peu ça pour avoir la gestion vraiment des centres de formation. Et maintenant, je vais passer à comment implanter maintenant votre coordination provinciale et votre coordination sous-provinciale. Là aussi, c'est facile. En tout cas, c'est facile. Parmi les centres de formation que vous avez à repérer sur terrain qui
qui sont privés, qui ne sont même pas affiliés quelque part. Je pense que dans chaque sous-division, si vous êtes vraiment très fort sur le terrain avec votre équipe, votre administration, de votre mise en place, vous allez arriver même à trouver ou soit à affilier 100 centres de formation, déjà centres de formation professionnels. Déjà, quand vous affiliez 100 centres de formation dans votre sous-division, par exemple, de la Gombe, qui va me dire, parmi ces centres de formation, manquera un centre qui est confortable, qui est bien assis avec des locaux pour trouver ne fût-ce qu'un local ou des locaux pour implanter sa coordination provinciale ou sous-provinciale. C'est pratiquement impossible. Je vous dis, c'est pratiquement impossible. Parce que déjà sur 100, vous allez voir, non, ici c'est bien, vous allez négocier et tout. C'est déjà bon, vous implantez votre coordination provinciale ou soit votre coordination sous-provinciale. Ça, vraiment, c'est une stratégie gratuite que vous pouvez utiliser. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore de frais de fonctionnement. On ne peut pas vous dire de sortir vos propres frais que vous gagnez quelque part pour aller louer une maison ou un local. Non, c'est pratiquement difficile pour vous. Pour l'instant, on est dans le débit. Je pense que tout le monde qui est ici, son but ultime, c'est d'avoir de l'argent. Peu importe tout ce que nous sommes en train de dire, le but ultime, même moi-même, c'est d'avoir de l'argent. C'est ça, un être humain. Déjà, à partir d'ici, vous allez bien implanter votre coordination provinciale ou sous-provinciale. Ici, qui savent convaincre, en tout cas, c'est provincial pour sa province éducationnelle que chaque coordinateur sous-provincial va lui ramener. Déjà, la création et l'étape d'implanter. Il n'y a pas de questions, je pense. Oui, maman Nifa. Oui. Merci pour la question. C'est une très... N'a pas un nombre déterminé. Pourquoi ça n'a pas un nombre déterminé? Et il y a encore certaines personnes qui sont tentées de dormir, qui ne savent même pas qu'il existe un ministère de la formation professionnelle. Donc, ils n'ont même pas l'idée qu'ils peuvent créer un centre de formation. Ils ont peut-être des outils à la maison, mais ils n'ont même pas l'idée de créer un centre de formation. En tout cas, vous pouvez apporter autant de centres de formation que vous voulez. Ça, vraiment, ça dépend de votre force sur le terrain. Parce que les coordinateurs sous-provinciaux, ce sont les acteurs du terrain. Même nous, au niveau national, sans les coordinateurs sous-provinciaux, nos centres de formation, c'est vraiment pratiquement impossible d'être payé. Il y a trésor public. Trésor public d'abord. Les frais des douanes et tout, des impôts, c'est ça qu'on appelle le trésor public. Et le trésor public envoie au ministère des budgets. Ministère des budgets. Et le ministère des budgets, c'est lui seul qui paye tout le ministère qui existe en RDC. Et le ministère des budgets va voir, j'ai 5 ministères. J'ai 5 ministères, moi, j'ai 5 ministères que je vais payer. Et le budget va regarder, en tout cas, cette année 2025, j'ai le budget de 1000 francs. De 10 000 francs, je vais mettre. J'ai le budget de 10 000 francs. Alors, parmi les ministères ici, je vais citer aussi les entreprises publiques que vous connaissez. C'est le ministère du budget qui paye. Et maintenant, le ministère du budget va regarder, en tout cas avec mes 10 000 francs, je vais essayer de partager 2000 francs à chaque ministère. Ça, c'est les quotas de chaque ministère de 2000 francs. Et le ministère va regarder, je prends nous, le ministère de la formation professionnelle, le ministère va regarder, moi j'ai des services que je gère, j'ai vraiment des coordinations, j'ai des directions et tout. Et c'est le directeur général qui va maintenant tracer ce qu'on appelle une ligne budgétaire.
En tout cas, être un directeur général du ministère de la formation professionnelle, c'est être costaud ici. Parce que je pense que c'est le seul ministère qui paye vraiment beaucoup de personnel ici en RDC, le ministère de la formation professionnelle. Je pense avec l'éducation nationale, il va s'incliner un peu dans les deux ministères là. Et le directeur général du ministère va regarder, en tout cas c'est moi qui vais maintenant tracer une ligne budgétaire, va regarder ses services, ses directions, avec ces 2000 francs qu'il a auprès du ministère des budgets, il va essayer par rapport au quota de ses services. Si nous, je prends pour nous la coordination des établissements conventionnés islamiques, nous avons 20 personnels, il va regarder, en tout cas avec ces 20 personnels, je vais lui donner peut-être 50 francs. Et ces 50 francs vont arriver chez le coordinateur national. Lui, maintenant, va voir tous les personnels qui gèrent dans sa coordination. Donc, c'est un peu ça. Je pense que j'ai répondu. Maman, Anifa, vous n'êtes pas toujours satisfait? Bon, j'ai compris. C'est forfaitaire. Et comme c'est forfaitaire, il faut être prudent. Parce que vous risquez de vous retrouver dans une situation de déficit. Trimestre, c'est-à-dire quand il y a de nouveaux recrues, ils vont entendre après les trois mois et ils seront payés. C'est un peu ça. Et tout dépend de la vitesse de votre chef qui est là. Si notre coordinateur national n'a pas vraiment assez de vitesse, nos primes vont traîner et puis nos frais de fonctionnement aussi, ça va traîner. Mais si vous avez un coordinateur qui est vraiment costaud de ses côtés, déjà ça va aller. C'est la raison pour laquelle vous voyez, il y a toujours des différences côté paye. C'est-à-dire, un coordinateur provincial qui est savant ne peut pas être payé même rang avec un coordinateur sous-provincial, ainsi de suite. C'est toujours comme ça. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, côté quota, c'est pas nous la coordination, ça vient de l'hiérarchie. Si nos dirigeants du pays gèrent bien les pays, et je pense qu'on aura à faire des budgets plus élevés. 10 milliards de budget pour 2025, c'est trop peu par rapport aux autres pays, et on voit des impayements et tout, c'est ça la cause. Mais moi je pense qu'avec notre coordinateur national et toute l'équipe des coordinateurs provinciaux, nous allons faire en sorte que tout marche bien, Inch'Allah. Oui. Merci pour la question. Alors, nous avons les centres qui sont nos activités très souvent, ils éprouvent un problème de moyens. Très souvent, ils évoluent dans les hangars. Alors, un tel centre peut-il être détenu ou comment? Un centre qui n'a pas vraiment un bâtiment qui a une fonction dans un hangar. Je ne sais pas. Quelle est votre appréciation par rapport à ces genres de centres? Parce que parmi les conditions que vous avez citées, c'est avoir un bâtiment, un seul local, Si. Et aussi, le pilier, après parler de pilier. Moi, je suis dans le point 1, c'est-à-dire avoir un bâtiment. Pour le centre, il n'y a pas de bâtiments qui a par exemple des fonctions qui évoluent dans les hangars. Vous pensez quoi par rapport à cette question? Merci. Déjà, la formation professionnelle, Amani, par exemple, filière organisée, coupe-couture, électricité. Déjà, si l'hangar est bien embelli, vous avez bien décoré, écrit, c'est déjà bon. Et à l'intérieur, si on trouve les matériels, c'est déjà bon. Faut pas laisser que ces centres de formation soient comme ça, même si... Oui. Elle a dit que non, c'est forfaitaire. Alors que je dirais non, c'est pas forfaitaire parce que si on enregistre les gens en centre, le rôle de la CNACPF, c'est passer, contrôler tous les centres. Donc, il a l'effectif de tous les centres. Donc c'est le CNACPF qui gère tout le reste. Même le budget, même les autres, toujours dans le CNACPF. Donc le CNACPF est là simplement pour nous gérer. Oui.
Je crois bien, c'est ça. Maintenant, Vous avez compris. je reviens par là, lorsqu'on parle déjà de centre, je crois comme de mon côté, je suis de Massina 3. Je vois Massina 3, j'ai eu le temps de sillonner Massina 3, de vérifier déjà. Je vois déjà les centres, ils sont beaucoup plus déjà affiliés. Les autres, ils sont déjà reconnus au niveau du ministère. Les autres appartiennent déjà à d'autres confessions religieuses. Et il n'y a aucun centre, aucun, même d'un musulman, que j'ai essayé de vérifier à Massina 3. Non, il n'y en a pas. Là, vous allez faire l'état des lieux et chaque état des lieux va des formations. Faites des états des lieux, apportez ça à vos coordonnateurs provinciaux. Les coordonnateurs provinciaux vont l'apporter au niveau national. Nous, au niveau national, nous avons des divisions. Et parmi ces divisions-là, nous allons voir comment élaborer des stratégies pour avoir les centres. Vous devez avoir des centres dans votre sous-division. Vous devez. Oui, maman. CPF prend en charge les pays, les personnels qui sont dans les centres de formation. Il faut savoir que ces centres de formation doivent apprendre aux apprenants gratuitement. S'ils vont demander de l'argent, ça sera peut-être le transport, mais ça sera vraiment très gratuit. Très gratuit. Peut-être les frais techniques comme notre provincial, mais c'est gratuit. Soit la localisation des centres. On a difficile souvent à trouver des centres bien assis avec des matériaux et autres, c'est un peu difficile. Vous pouvez en trouver peut-être dans des zones telles que Gombe, Numité et autres, mais quand vous allez dans des zones reculées, c'est un peu difficile. Mais j'ai eu cette expérience et j'ai eu à centraliser ou bien à localiser certains ateliers de formation parce que le but de ce ministère, c'est de valoriser la formation professionnelle. C'est-à-dire, avant, c'était le métier. Quand on parle de formation professionnelle, c'est-à-dire on veut valoriser le métier que effectue la personne pour en donner une valeur et le sanctionner par soit un document ou un brevet, en quelque sorte. Et dans ce sens-là, vous pouvez localiser aussi certains ateliers qui sont dans vos quartiers ou soit dans votre circonscription. Vous pouvez avoir des ateliers de menuiserie, soit cordonnerie ou autre. Vous pouvez rassembler tous ces ateliers et vous en faites un centre. Vous en faites un centre, c'est-à-dire que vous avez un centre qui ne regroupe pas tous ces ateliers en un seul endroit. Ils peuvent être dispatchés, c'est-à-dire être dans des endroits différents, mais qui constituent un seul centre qui soit affilié à votre centre. Et vous avez cette facilité de suivre ces ateliers-là ou d'envoyer même des apprenants auprès des ateliers pour être formés au nom du centre que vous avez créé. C'est une des stratégies que ça fait plus de 2 ans que j'effectue et j'ai eu des résultats qui étaient vraiment favorables. Ça, c'est une des contributions que je pourrais donner. Merci. Déjà, c'est pas un centre. C'est pas un centre. Un centre doit répondre à ces décrets. Là, on voit un garage, c'est déjà, ça peut aller. On voit un garage, on voit les matériels, c'est déjà bon. Mais un ajusteur qui n'a pas de local, en tout cas, ça, c'est pas un centre. Ça ne sera pas viable, ça ne sera jamais payé. Je vous dis, ces services vont passer. En tout cas, sachez-le que nous vous demandons des dossiers ici au niveau national. Il y a certains d'entre vous qui disent que non, j'ai perdu mes dossiers, la maison était brûlée. Oui, mais ces services, aujourd'hui, nous parlons de ces services parce que c'est ces services qui nous gèrent, les CNACPF. L'expert de la direction provinciale de Lukunga va passer à la coordination provinciale de Lukunga pour contrôler ces gens-là. Ou soit ces personnels vont aller à la direction provinciale de Lukunga pour contrôler ces gens-là. En tout cas, ces services ici, ça va vous rattraper. Ça viendra, ces services ici, ça viendra. Les chefs de cellules et leur rôle, c'est de repérer les centres de formation que vous avez créés. Chercher la coordination, c'est quoi? Ils vont vous contrôler. Et les chefs des cellules travaillent toujours avec les coordinateurs sous-provinciaux. Ça veut dire, à part de maintenant, ceux qui sont à Kinshasa Plateau, moi je vais les guider. Ceux qui sont ailleurs, ils vont aller se chercher. C'est-à-dire, quand vous êtes un coordinateur sous-provincial de Minkaou, sachez-le que vous allez travailler avec
un chef de cellule de Minkaou. C'est lui qui va vous contrôler si réellement votre coordination que vous avez créée, la sous-coordination existe, si vous avez les documents. Et il faut les savoir que ça, en tout cas, il faut déjà vous préparer. Vous êtes arrivé là au grade des SA30. En tout cas, sachez que pour arriver au grade des SA30, il faut une échéance de 6 ans pour arriver ici. Cela veut dire qu'il faut être un agent simple. 350, 310, 220, 210. Ça, je vais parler de ça. Et après être un agent, vous allez devenir un cadre. Un cadre. 140, chef de bureau, qu'on appelle CB, section de l'administration publique, chef de bureau. Et si je mets peut-être 210. Alors, vous devez avoir une commission d'affectation en tant qu'agent, une commission d'affectation en tant que chef de bureau, une commission d'affectation en tant que SA30. Et si vous êtes coordinateur provincial au grade 120, vous voyez l'échéance, 3 ans, 3 ans, 3 ans, 9 ans. Et aujourd'hui, vous êtes du coup devenu un coordinateur provincial. Si vous lisez dans vos commissions d'affectation que je vais vous partager très bientôt à la fin, vous allez lire que non, par la fin, on a dit ces désignations met fin au grade précédent. Ça veut dire vous êtes déjà 130. Même si vous avez une commission de 210, 140, c'est déjà passé. Parce que le coordinateur national qui a signé votre commission d'affectation a été nommé par hiérarchie et puis les ministres a pris acte. C'est ça. Et pour rentrer un peu derrière, vous tous ici, vous êtes nommés par une décision organique de la coordination, non, de la communauté islamique. Vous tous, vous êtes nommés comme les coordinateurs provinciaux et sous-provinciaux. Il y a une décision organique qui porte vos nominations, qu'on va vous remettre. Il y a aussi une décision organique qui porte la création de cette nouvelle administration. Ça veut dire de la coordination nationale, provinciale et sous-provinciale. Et nous sommes toujours dans les projets, même si on a déjà avancé. Ces deux décisions organiques, normalement les ministères doit nous donner maintenant les arrêtés pour ces deux décisions organiques. Déjà, au moment que je vous parle, je pense d'ici quelques jours, nous aurons déjà nos arrêtés. Nous sommes en train de se battre dans l'ombre. Nous aurons 4 arrêtés. Je suis déjà passé, en tout cas, je peux recevoir les questions. J'ai déjà passé à un autre aspect. Donc, nous allons recevoir 4 arrêtés. Les premiers arrêtés, en tout cas, avec ces 4 arrêtés que je vais vous dire, cela va vous donner du poids sur terrain en tant que coordinateur provincial et sous-provincial. En tout cas, du lourd. Le premier arrêté, c'est l'arrêté pour confirmer vos nominations au niveau de la communauté. Là, c'est l'arrêté qui porte vos nominations. Arrêté qui porte vos nominations. Et le deuxième arrêté, c'est l'arrêté qui porte la création de notre coordination. Ça, c'est pour la création de notre coordination. Et le troisième arrêté, c'est l'arrêté des mandats de gestion. C'est l'arrêté des mandats de gestion. Pourquoi vous êtes nommé, oui, en tant que coordinateur provincial, sous-provincial, et puis on a reconnu votre coordination par un arrêté de création. Maintenant, vous allez gérer toute une coordination. On doit avoir un mandat de gestion. C'est ça. On doit avoir un mandat de gestion. Et le dernier arrêté, c'est l'arrêté des centres de formation. En tout cas, c'est avec ces derniers arrêtés que je vais aller un peu vite et un peu long plutôt. L'arrêté de nos centres de formation. Centres de formation professionnelle. Avec cet arrêté, sachez que tout le centre de formation que nous allons créer aujourd'hui et à l'avenir
nous aurons un seul numéro d'un arrêté. Si nous avons un numéro d'un arrêté, numéro 210 plutôt, par exemple, sachez que tous les centres de formation que nous allons gérer, que j'ai eu à parler, que nous allons affilier, ça va porter ces numéros d'arrêté. C'est la raison pour laquelle quand vous descendez sur terrain, vous faites bien le travail, dites à vos chefs de centre de bien écrire sur leur bâtiment. Centre de formation professionnelle à Mani, filière organisée, coupée, couture et tout. Et centre de formation professionnelle, et barre, vous écrivez coordination des établissements conventionnés islamiques. Donc ça se voit visiblement comme ça que ça fait partir vraiment de la coordination des établissements conventionnés. Et aussi les documents qu'ils auront, l'arrêté qu'ils auront au-dessus, coordination des établissements conventionnés islamiques, numéro d'arrêté. En bas, on va annexer tous les centres de formation que vous aurez à repérer plus tard. Donc c'est comme ça que ça marche avec cet arrêté. Et avec cet arrêté que si aujourd'hui vous affiliez les centres de formation et vos centres de formation n'ont pas cet arrêté, ces services, je rentre ici, ces services, les chefs de cellules, les experts de la direction provinciale vont écrire une lettre pour amener au niveau provincial de la direction provinciale que non, voilà, ce centre n'a pas d'arrêté, même si c'est viable. En tout cas, quand déjà un centre n'a pas d'arrêté, on n'a pas le temps de contrôler ces centres. Alors nous devons vraiment se battre pour arracher ces 4 arrêtés. Je vous dis déjà, avoir ces 4 arrêtés, ça nous donne du poids, vraiment du poids. Et les coordonnateurs provinciaux, sachez-les que vous êtes vraiment les patrons de cette administration. Le coordonnateur national, lui, il peut partir parce qu'il a un mandat au niveau de la communauté peut-être. Mais les coordonnateurs provinciaux sont vraiment les patrons. Pourquoi? À chaque fois, leurs sous-provinciaux vont aller enregistrer les centres de formation, vont créer les centres de formation et ça va leur apporter des sous plus tard. Pourquoi je dis ça? Déjà aujourd'hui, quand vous êtes, heureusement, mon cher grand frère est ici, Abdel Bakita, lui, il a affilié ses centres de formation à la coordination des protestants. Et vous allez lui poser la question, combien il a dépensé? Il a dépensé beaucoup d'argent. Aujourd'hui, quand vous êtes un chef de centre, vous levez ce matin, j'ai les matériels, j'ai les bâtiments, en tout cas, je dois avoir un arrêté. Vous allez passer par beaucoup de voies. D'abord, quand vous sortez vous-même, vous devez d'abord passer par le ministère de la Justice, avoir un arrêté là-bas, d'abord le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice, et puis revenir au ministère de la formation professionnelle. Vous n'avez qu'un seul centre, 3 centres, et vous voulez un arrêté. C'est la raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de centres de formation qui s'affilient à des confessions religieuses. Parce que dans les confessions religieuses, on a un représentant légal. Et ce représentant légal, c'est le patron de la communauté. Il a le plein pouvoir d'aller rencontrer les ministres et lui sortir les arrêter facilement. Donc c'est ça. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas se lever le matin, aller trouver un arrêté. En tout cas, vous n'allez pas arriver. C'est 99,9% impossible d'y arriver. C'est impossible. On va vous demander beaucoup d'argent. Mais déjà, avec la personnalité des représentants légaux, ça pèse. Le ministre va signer rapidement, vous arrêter. Donc c'est un peu ça. Et comment maintenant, vous, parce que tous nous sommes ici pour de l'argent, maintenant je vais vous livrer les secrets pour avoir de l'argent, même avant les frais de fonctionnement, avoir de l'argent, même avant vos primes. L'argent parce qu'ils vont vous demander où est votre arrêté du centre de formation. Vous n'en avez pas pour l'instant. Vous avez seulement l'arrêté parmi les documents ici que vous allez imprimer. Vous avez seulement l'arrêté qui donne droit à créer les centres de formation. Oui, c'est seulement ça qui a été signé. Ça, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Pour créer les centres de formation et
et les différentes filières. Mais déjà, quand vous arrivez dans votre province éducationnelle, je prends l'exemple de Lukunga, quand Lukunga a 100 centres de formation, imaginez un 100 centres de formation, un chef de centre qui était allé là-bas au niveau des ministères, les 2 ministères avaient le dimanche, on a demandé $5 000 et vous en tant que coordinateur provincial, vous avez déjà votre arrêté, vous avez vos mandats de gestion, vous avez tout. Vous lui demandez seulement un simple $1 000 ou $500. Vous allez faire les calculs par rapport au nombre de centres de formation que vous avez dans votre province éducationnelle. En tout cas, c'est de l'argent gratuit pour vous et aussi pour la communauté. C'est vraiment simple. Hein. Là, ça viendra plus tard. Il faut que ça prenne du temps. Vous devez d'abord avoir vos arrêtés. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez vos arrêtés, vous êtes costaud, vous pouvez affiler les centres de formation et ces centres vous lui disent non, vous allez avoir un numéro d'arrêté, vous donnez 5 €. Ouais, vous multipliez, c'est déjà bon. C'est l'avantage pour la communauté. En tout cas, dans cette aventure, cette nouvelle aventure, la communauté doit donner vraiment du poids pour avancer. Du poids, on a besoin du soutien de la communauté. En tout cas, ça sera bien pour nous. Si aujourd'hui, on a les arrêtés, on arrive à enregistrer les centres de formation avec des petits sous là que je dis ici, vous croyez vraiment que nous, la coordination nationale, nous allons installer ici, c'est pratiquement impossible. Hein. Nous allons peut-être construire ou louer ailleurs. Le mieux serait de construire ailleurs et ça sera au nom de la communauté. Cela veut dire que la communauté a sa coordination de la formation professionnelle, a son terrain et puis construire tout. Et puis lorsque nous avons nos arrêtés, nous avons vraiment le poids, le courage à aborder les partenaires. Quand je vous ai parlé de la deuxième possibilité, les premiers moyens c'est de créer ou chercher les partenaires pour créer des centres de formation. Déjà quand vous avez vos arrêtés, vous pouvez booker n'importe où pour chercher des partenaires, créer des centres de formation. Il suffit d'avoir les papiers. Jusque-là, vous avez vos décisions organiques, vos commissions d'affectation que nous allons vous remettre à la fin. Mais vous devez avoir les arrêtés. L'arrêté où vous voyez votre nom, l'arrêté de votre nomination. Oui, c'est bon. L'arrêté de votre sous-province. Vous voyez comment un arrêté à l'intérieur de votre sous-province que vous gérez. Il y a un arrêté de mandat de gestion qui vous donne droit vraiment, oui. Vous êtes mandaté par l'État pour gérer, oui. Et l'arrêté pour les centres de formation, en tout cas, c'est déjà bon. Nous allons se battre avec ces moyens que nous allons récolter des centres de formation. C'est avec ces moyens qui vont nous faciliter d'aller directement toquer au niveau des budgets. Cela veut dire, en tout cas, il y a des moyens pour être payé ici en RDC. Vous pouvez passer directement par votre ministère de la formation professionnelle. Vous pouvez passer directement ici. Ici, vous allez passer par la voie de contrôle du CNCPF. Il va vous contrôler, il va vous aligner et tout pour être payé. Ça, c'est la voie normale. Mais pour aller plus loin, pour faire des choses vite, mécaniser rapidement nos établissements, nos centres de formation, nous devons avoir une caisse de la coordination nationale et cette caisse elle sera construite par le frais que nous aurons à récolter auprès des chefs des centres pour être adhérés. Là maintenant on va parler d'adhésion. Ici on parle juste d'enregistrer, d'affiler, maintenant on va parler d'adhésion. Un centre de formation, regardez, il y a déjà un arrêté, ils ont déjà leurs documents. En tout cas, je vais donner $500. Et quand ces $500 arrivent au niveau de la coordination nationale, au niveau de la communauté, nous allons voir, nous avons nos établissements, nous avons nos personnels. En tout cas, nous allons aller un peu vite. Nous allons vraiment passer directement au ministère du budget. Et c'est possible, c'est faisable pour être payé rapidement, pour être aligné rapidement. C'est-à-dire mécaniser nos établissements, c'est un peu ça. Donc, à part les stratégies que nous allons mettre en place sur le terrain, nous devons aussi canaliser de l'argent que nous allons récolter pour adhérer maintenant. Là, on parle d'enregistrer. Et sachez que c'est possible d'enregistrer un centre de formation aujourd'hui et de ne pas l'adhérer. On enregistre juste pour avoir les centres de formation
au vu du ministère que non, nous avons les centres de formation. Mais quand ils vont maintenant demander qu'il faut avoir un arrêté, un numéro d'arrêté, là c'est plus enregistré, là maintenant il faut adhérer. Et on ne peut pas adhérer gratuitement. D'abord avec cet argent, ça va nous aider au niveau de la communauté. C'est un peu ça. J'ai livré tous les points pour ne pas continuer à souffrir dans son coin en tant que coordinateur provincial ou sous-provincial. En tout cas, déjà avec toutes ces stratégies, nous n'allons rien manquer. Si on demande de l'argent pour la commission, pour les arrêter, c'est même argent, ça remplace les frais de fonctionnement, nous n'avons rien. Et avec cette histoire, nous avons commencé il y a longtemps, les coordinateurs provinciaux le savent, les sous-provinciaux sont même ignorants, ils savent, on vient vraiment de loin. Nous sommes des précurseurs, vous aussi vous êtes des précurseurs. On a commencé dès la conception de l'entête, c'est-à-dire qu'il fallait d'abord concevoir l'entête de la coordination, envoyer la première lettre, écrire tout ça. Et aujourd'hui, là où nous sommes obligés de se lancer. Nous sommes obligés de se lancer. Votre travail en tant que coordinateur sous-provincial, c'est d'aller faire les états des lieux. Et en tant que coordinateur sous-provincial, si vous ne faites aucun état des lieux, vous n'apportez aucun rapport au niveau provincial, sachez-le que nous, au niveau national, même si vous avez une connaissance intense avec moi, je vais lire les papiers, c'est l'administration, c'est que le coordinateur provincial va nous proposer sur table, ce papier, va nous dire non, ça c'est le rapport de Gombe, Kitambo, ça manque le rapport de Lingwala. Et puis, quand ça manque le rapport de Lingwala, c'est que ça manque le nom de Lingwala. Et le nom de Lingwala, quand ça manque, c'est vraiment triste pour ce nom. C'est vraiment très triste parce que c'est le coordinateur provincial, c'est lui qui allume ses sous-provinciaux pour la mécanisation et pour d'autres activités. C'est un peu ça. Et maintenant, je pense que ces points s'étaient passés. Je vais maintenant parler le point de la mise en place dans chaque provincial et sous-provincial. Ici, il y a des questions. Ici, c'était plus beaucoup l'argent, les stratégies, comment. Je pense qu'il n'y a pas de questions. La coordination nationale a d'abord, je commence par la coordination nationale. La coordination nationale a d'abord les coordinateurs nationaux lui-même. Et il a son secrétariat. Et division administrative, administration et finances. Il y a division statistique et planification sont maintenant ici. Et c'est le coordinateur national qui coordonne en tout cas toutes les coordinations provinciales, sous-provinciales et tout. Et le secrétariat, lui, dans le secrétariat, il y a les secrétaire national qui est le patron de l'administration de la coordination. Parce que ce sont les secrétaires qui souffrent. Peut-être que moi, je souffre beaucoup. Actuellement, le coordinateur national n'est pas là. Alors, je suis obligé d'être là avec vous. C'est lui le patron. C'est lui qui écrit des lettres et va présenter au coordinateur national. Le coordinateur national va regarder qu'est-ce qui ne va pas ici, tout ça, et puis va approuver, va signer, c'est tout. Et dans vos divisions, la coordination provinciale, dans vos divisions, les 3 divisions ici, vous devez avoir des experts. D'abord, un chef de division ici, c'est un 130, comme un coordinateur sous-provincial. Ici aussi, c'est un 130. Ici aussi, c'est un 130. Les chefs de division, ce sont des 130 au niveau provincial et national. Ce sont des 130. Et les secrétaires
n'a pas d'habileté de quitter ici son secrétariat pour arriver ici au niveau des finances, dire que non, l'opérateur de saisie qui est ici doit faire ceci, doit faire cela. Non. On doit avoir un chef de division qui est expert en administration et finance. Et quand je parle de l'expérience, c'est l'expérience par rapport à la hiérarchie que j'avais citée, les grades. Bon, on peut trouver un chef de division qui n'est pas passé par toutes ces étapes-là, mais au moins un chef de division qui est costaud en administration et finance, qui a travaillé au moins dans l'administration. Déjà, ça c'est bon. C'est la même chose avec la planification statistique, la formation professionnelle. Cela veut dire le chef de division va gérer les personnels qui sont dans sa division. C'est la même chose. Et le secrétaire ici va gérer les personnels qui sont pour les apprenants, les personnels que vous essayez d'insérer dans votre coordination ou dans les établissements que vous êtes en train de gérer. Je pense que vous aurez tout un document pour les tâches de chaque personne, de chaque agent qui est dans ces bureaux. Déjà 210, normalement. J'ai dit ça, pourquoi j'ai dit aux coordinateurs sous-provinciaux de composer leur secrétariat. Pourquoi? Parce que le travail que vous allez faire sur le terrain, d'enregistrer les centres, d'affilier les centres, c'est un travail qui demande une ressource humaine. Et déjà, quand vous avez votre secrétariat bien assis, c'est déjà bien pour enregistrer les centres de formation. Même si ça ne va pas faire partir de leurs compétences sur le terrain, mais c'est le début, nous devons faire ça parce qu'on a eu à recevoir les candidatures, des recommandations. Alors toutes ces personnes-là, on ne peut pas les envoyer comme ça. Ces personnes-là doivent passer par un contrôle physique très rigoureux. Les listings que j'ai eu à publier dernièrement, quand vous regardez, il y a une fille qui m'a écrit « Merci beaucoup », mais c'est une fille qui est récemment diplômée d'État. Mais dans ces listings, elle avait les grades de 140. Bon, j'ai dit « Oui, c'est bien, merci ». Je n'ai pas voulu dévoiler la vérité. Sachez que tous les noms qui sont dans le listing là, et leurs fonctions, leurs grades ne sont pas vrais parce que je ne les connais pas personnellement, moi je ne les connais pas, ils doivent passer au contrôle physique et à part de ces contrôles physiques, en tout cas les contrôles physiques c'est bien organisé. J'étais avec l'équipe des contrôleurs, ils sont au nombre de 20, c'est très bien organisé, c'est des mecs que nous allons commencer. C'est vraiment très bien structuré, en tout cas on a eu du temps pour lancer ces contrôles physiques, ça sera vraiment très top. Et on va voir par rapport au dossier que nous allons recevoir pendant les contrôles physiques. Django, on voit par exemple Massina Njili, quand vous arrivez, vous enregistrez sur une feuille d'Njili, on met votre fiche d'identification ici et puis vos dossiers, c'est bien agrafé. Là maintenant on va voir, toi tu veux gomber, regarder tel poste, et là on va voir, lui vraiment, mais les postes de 210, mais les postes de 220, 350, parce que sûrement du coup, on aura des gens qui viendront passer le contrôle pour nous dire que non, moi je n'ai pas les diplômes, j'ai étudié au Congo central, moi je n'ai pas les attestations et tout. Sachez que ces gens-là, on les a donné vraiment du temps. J'ai commencé à annoncer le contrôle physique depuis longtemps. Ça fait déjà presque une semaine. Déjà, quand vous avez $10, vous partez à l'inspection pour avoir votre diplôme, c'est le même jour. On les a donné du temps. Et quand vous arrivez, passer le contrôle sans diplôme, du coup, vous êtes considéré un 350 sentinelle, huissier, 350. C'est un agent qui n'a pas les papiers, les diplômes, seulement les brevets par exemple. C'est ça. Et 310, c'est un diplômé d'État. 220, c'est un gradué. Et
210, c'est un licencié. 140, c'est un licencié avec expérience en administration de 3 ans. C'est un peu ça. En tout cas, sachez que dans vos bureaux, dans vos coordinations sous-provinciales plutôt, on va vous envoyer vraiment des bonnes personnes, les gens qui ont la compétence. On s'en fout des gens qui viendront. Non, moi je n'ai pas les papiers. On va vous classer des coûts au niveau des 350. En tout cas, ça c'est simple. Oui. Ici, nous sommes dans l'administration publique, c'est public. C'est public. On va, en tout cas, les postes pour les 140 au niveau des sous-provinces, c'est pas trop, hein? C'est pas trop. On aura toujours quelqu'un qui viendra avec les sous-bassements des papiers qui a déjà travaillé quelque part. En tout cas, il faut dire déjà à vos recommandés, tout ça, de nous amener leurs papiers. En tout cas, s'il n'y a pas d'expérience de ce côté, ça sera vide et on va faire appel à des recommandations pour remplacer ces côtés. Alors, je reviens, lorsque vous avez dit des personnes qui ne détiennent pas le diplôme d'État et qui n'ont que le brevet. Alors que nous retrouvons dans un ministère qui est censé donner valeur et poids à ceux qui n'ont pas eu le temps d'aller faire l'éducation de l'autre côté. Ils ont choisi peut-être de faire la formation professionnelle. Comment ils peuvent être limités en choisissant de faire la formation professionnelle au lieu de leur donner la même valeur que ceux qui font l'autre formation, l'éducation normale? Ouais, merci. C'est pour cela qu'il faut toujours poser des questions pour révéler certains points. Déjà, dans l'échéance des grades, il y a des critères. Échéance des grades ici. 350, 310, 220, 210, 140, 130 et puis 120. Le directeur général c'est 110 et le secrétaire général aussi c'est 110. Là c'est au niveau des ministères. Si vous n'avez pas de diplôme, c'est par rapport à l'expérience. On appelle ça, dans le ministère, on appelle ça ancienneté. Nous commençons aujourd'hui avec vous en 2025. Et moi, je suis comme agent 210, un diplômé d'État. Je me limite là. Mais déjà, quand je commence à travailler, j'ai l'expérience de 3 ans. Mais avec le même diplôme, mon travail sera apprécié par mon chef direct, peut-être un directeur national, ça sera apprécié directement. En tout cas, tu fais du bon boulot, tu peux devenir directement 140. Ça, c'est faisable par rapport à l'expérience. C'est vraiment faisable par rapport à l'expérience. Maintenant, par rapport à des brevets que vous dites là, ça dépend. Maintenant, si vous sortez des INPP par exemple, et quand vous sortez des INPP comme apprenant, vous étiez apprenant et puis vous étiez retenu là-bas comme un formateur. En tout cas, il faut qu'il y ait une expérience là. Vous étiez bien, oui, apprenant des INPP, les brevets, oui. Mais est-ce que vous avez exercé votre fonction en tant que formateur? En tout cas, là, on doit tenir rigueur. Si on voit dans vos papiers, vous n'avez jamais été même un formateur, en tout cas, vous n'avez pas cette place. Il faut au moins passer par ces étapes-là. Vous n'avez jamais été un formateur. Parce que normalement, le rôle aussi de la formation professionnelle, lorsque nous apprenons, les apprenants, c'est leurs entreprises, leurs sociétés, de devenir des autonomes, c'est un peu ça. C'est ça vraiment parmi les buts de la formation professionnelle. Oui. Vous avez une question? Vous avez envoyé, et précisément dans les centres. Je vois 4 centres d'apprentissage et de métiers.
Je vois aussi l'IFP, Institut de formation professionnelle, mais il y a aussi l'Académie institutionnelle. J'aimerais tout simplement savoir les durées par rapport à ça. Les durées de formation. Jusqu'à 12 mois. De 3 mois jusqu'à 12 mois. Les centres de formation normales, là on trouve le couture, l'électricité. Il y a des apprentis pour les 3 mois. Il y a à partir de 6 mois jusqu'à 12 mois, c'est les apprenants. Les apprenants, ce sont l'Institut académique professionnel. Maintenant, vous arrivez donc pour les 3 mois, il y a celle-là des centres professionnels. Je voulais un peu donc ajouter aux formateurs, de mémoire un peu. Merci. Les bons coordinateurs provinciaux qui me défendent, qui enrichissent ma formation. C'est bien. Il y a encore d'autres questions? Il y a des 3 mois de formation à courte durée. Vous avez des cycles moyens de 6 mois et des cycles longs qui est d'une année, c'est-à-dire de 12 mois. C'est des apprentis, c'est-à-dire des 3 mois. Ce sont ceux qui peuvent passer aussi de tests nationaux et qui sont sanctionnés par des brevets. Et de 6 mois qui sont sanctionnés par des diplômes équivalents d'un diplôme d'État au niveau de l'EPST. C'est les 12 mois qui sont en quelque sorte du niveau un peu supérieur, c'est-à-dire du centre supérieur des formations supérieures, qui sont sanctionnés par un diplôme qui est équivalent à un graduat à peu près. J'ai dit par rapport à que j'ai des apprenants qui ont passé ces tests-là l'année passée et qui ont été sanctionnés de cette manière-là. Un autre aspect, Maintenant, je passe déjà la mise en place des coordinations provinciales. On doit seulement former leur secrétariat parce que le secrétariat, c'est vraiment les poumons, la clé de l'administration. Oui, c'est un informaticien qui garde vos secrets. Et moi, je vous envoie un informaticien de ma famille ou soit de mon camp. Mais il va commencer à dévoiler les secrets de votre sous-division. En tout cas, vous devez vraiment tenir rigueur à former votre secrétariat. C'est très important. Prenez les gens de confiance, prenez les gens qui sont compétents. Et nous, la coordination nationale, nous allons s'occuper à vous envoyer les agents qui seront dans d'autres bureaux. Là, c'est ça pour au niveau de Kinshasa, ceux qui sont à l'intérieur, ils vont nous proposer leur mise en place qui seront signés ici à Kinshasa. Et pour la signature, vous savez que, parce que moi je suis dans le CNACPF, c'est le directeur national du CNACPF qui, ça maintenant, en tout cas, comme la vidéo est enregistrée, je parle aux gens qui sont à l'intérieur, qui s'entendent, non, le coordinateur national ne peut pas signer la commission d'affectation d'un agent de mon bureau ni de ses sous-divisions. Déjà, le directeur national ici du CNACPF, c'est lui qui signe les commissions d'affectation des agents qui sont d'abord au niveau national, au niveau provincial, ici à des cellules. C'est-à-dire dans les cellules, c'est le directeur national qui signe. C'est la même chose ici pour la coordination. Le coordinateur national signe les commissions d'affectation pour ces provinciaux, sous-provinciaux, les unités qui sont dans la direction provinciale, sous-provinciale. Il se limite là. Là maintenant, j'entre dans la mise en place. Le centre de formation que vous aurez en possession dans vos sous-divisions doivent avoir des mises en place. Et qui va maintenant faire la mise en place de ces centres de formation? Qui va faire ça? N'est-ce pas? C'est les coordinateurs sous-provinciaux et les chefs de cellules qui est là. Ils doivent travailler ensemble. Parmi les papiers, vous allez trouver toute une structure, une mise en place pour un centre de formation. Des centres de formation
le coordinateur national peut déjà commencer à les commissionner pour les sécuriser un peu, pour les sécuriser et puis les faire comprendre non, c'est du sérieux. Le coordinateur provincial peut déjà commencer à les commissionner en tendant le numéro d'arrêté les dimanches des mécanisations. Et il faut dire à vos chefs de centre que non, ce n'est pas moi, le coordinateur provincial ni sous-provincial, qui veut payer les personnels qui sont dans les centres de formation. Non, c'est les ministères tous, en commençant par le coordinateur national jusqu'au sentinelle des centres de formation. C'est les ministères qui vont les payer. J'ai parlé déjà comment tout seront payés. Mais déjà, si nous avons un coordinateur national costaud, nos centres de formation seront mécanisés facilement. Ça dépend vraiment de la vitesse. Et pour vous aider déjà, pouvez-vous aussi commencer à créer des centres de formation. Moi, je dis toujours, ces ministères, c'est un champ d'opportunités infini parce que nous avons nos frères et sœurs qui maîtrisent bien la coupe et couture, la mécanique, l'électricité, l'auto-école, mais déjà, on peut déjà commencer à les aider à créer les centres de formation. En tout cas, c'est vraiment un champ d'opportunité et lorsque nous allons finir à recruter les agents dans les coordinations provinciales et sous-provinciales, parce que nous devons normalement respecter l'organigramme. L'organigramme du ministère, en faisant référence à la note circulaire du secrétaire général, normalement dans l'organigramme, la coordination nationale doit avoir 53 unités. Doit avoir 53 unités. Et la coordination provinciale aussi, 53 unités. La coordination sous-provinciale, 46 unités. Et après le contrôle physique, quand nous arrivons à atteindre l'essai ici, les 46 unités, déjà il faut le savoir, nous allons juste enregistrer par chaque sous-division 36 unités parce que les 10 autres viendront de vous. Et quand nous arrivons déjà à enregistrer 36, quelques démons vont commencer avec le Kunga. Quand ça finit, 36 au Gombelingwa et tout, quand ça finit, c'est tout. Vous arrivez en retard, vous attendez pour Tchango. Et quand Tchango ça finit, c'est tout. Quand on finit, toutes les provinces éducationnelles et ses sous-divisions, en tout cas, on aura toujours à recruter. Nous sommes sur un champ d'opportunité. Nous aurons toujours à recruter. Pourquoi? Parce que nous aurons nos centres de formation. Avec ces centres de formation, nous aurons des filières organisées. S'il y a un membre de votre famille qui maîtrise bien les métiers de l'innovation sur Internet, peut-être de l'e-commerce, le marketing digital, en tout cas, il faut savoir que ces filières-là sont déjà ici en RDC, sont organisées ici. Le marketing que vous voyez sont des filières. Vous pouvez créer un centre de formation, vous prenez celui qui maîtrise l'e-commerce, le marketing digital, vous le mettez comme un formateur de l'e-commerce dans votre centre de formation. Vous voyez. Donc nous sommes sur un champ d'opportunité tellement infini. Nous aurons à recruter les formateurs maintenant. Maintenant, après le recrutement des personnels, des agents normaux dans les coordinations sous-provinciales, nous allons maintenant aussi recruter les formateurs. Là, maintenant, il faut être expert. Nous allons recruter maintenant les formateurs. En tout cas, si vous n'êtes pas expert peut-être dans les domaines de l'auto-école, vous serez peut-être sentinelle ou étendard dans les centres de formation que nous allons organiser. Donc, c'est un peu ça. Ici, on était sur le point de mise en place de la coordination nationale, provinciale, sous-provinciale et centre de formation. Je ne sais pas s'il y a encore des questions sur cet aspect. On peut avancer. Quelque chose sur le recrutement au centre. Dans notre arrêté, on dit dans les postes de commandement, grade de 130, 140, c'est le directeur provincial qui affecte. Et grade de 350, 210, c'est le sous-coordinateur provincial. Parce que vous avez dit, c'est le provincial qui va
affectés. Mais ici, dans l'arrêté, c'est signifié. Déjà, non, je parle pour les centres d'établissement que les gens qui sont là sont affectés par des personnes différentes. C'est écrit concernant les recrutements. Vous savez, ici à Kinshasa, parmi nos 5 provinces éducationnelles, nous aurons besoin de 3000 unités. Et chose grave, ce qu'on a remarqué un peu, concernant vos titres et secrétariat, les CG, vous avez dû les recruter. Chose grave, il y a aux autres qui prennent les agents qui sont dans les groupes retrouvés d'affectation. Voilà. Tu ne peux pas prendre quelqu'un dans les groupes comme ça sans savoir sa capacité, donc c'est un peu ça. Et puis je vais citer pour dire, concernant aussi les recrutements, les sous-provinciaux, vous avez 46 unités. Je reviens au national, parce que CG, tu viens de dire que vous allez affecter, vous allez donner les agents, d'autres agents, sauf à part les 2 unités du secrétariat. Est-ce que CG, vous serez en mesure de donner toutes ces différences, les 36 unités-là? Tu vois, moi j'aurais souhaité à ce que vous aussi, les sous-provinciaux, vous pouvez aussi recruter, mais tout en proposant la direction nationale. Parce que nous sommes, disons, comment dirais-je, nous courons aussi derrière l'État. Vous avez posé... Vous allez appeler tout le monde du coup en un jour comme ça, parce que pour éviter aussi les afflux, j'allais proposer que ce soit... par province éducationnelle. Mais c'est ça, c'est parce que vous ne lisez pas les messages que je balance dans les groupes. Vraiment à préparer ça. Et on va commencer par la province éducationnelle de Rukunga. Il y a la différence entre les coordonnateurs provinciaux. M'a posé cette question. Je pense que les agents qu'il est en train de recruter dans sa coordination provinciale qui lui pose des questions, il y a la différence entre coordination provinciale de Rukunga et province éducationnelle de Rukunga. Coordination provinciale de Lukunga, là on voit 56 unités, 53 unités, c'est ces agents qui vont travailler avec. Et province éducationnelle, on voit les sous-divisions. Et chaque sous-division, 46 unités, 46 unités. Alors, ça fait 498. Moins les 10 là, ça va un peu abaisser. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Je vous dis, la coordination sous-provinciale. Parce que les unités sont au nombre de 36. Alors, nous devons connaître ces équations-là. Parce que, par exemple, vous avez dans votre circonscription ou juridiction sous-provinciale 2 ou 3 centres, par exemple. Maintenant, par rapport aux unités qui sont au nombre de 36, comment on parle d'affectation? Vous avez posé des questions directement. D'abord, il y a certaines personnes qui dorment, qui ne savent même pas qu'il existe un ministère de la formation professionnelle, qu'il existe une coordination. Ils n'ont même pas l'idée de créer les centres. Alors vous qui êtes en avance, vous pouvez faire ça et c'est indéterminé. C'est vraiment indéterminé. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez créer 100 centres et après-demain, vous avez rencontré un partenaire qui veut créer encore 100 centres. Mais les consistants sont affectés. Mais dans l'établissement, non? Dans l'établissement qui est centre de formation, oui. Dans une commune, 2 ou 3 sous-divisions. Il faut pour la limitation le limite géographique. Ah oui, c'est la raison pour laquelle quand j'ai dit pourquoi parler maintenant, il faut déjà chercher les chefs de cellules de votre sous-division. Ils existent. Parce qu'on n'a pas créé ces coordinations, on n'a pas créé le Kunga, Gombe 1 et Gombe Kitambo, Baumbu ND, non. C'est par rapport à... C'est ça. Donc, attendez. Cela veut dire que vous allez entrer en contact direct avec votre chef de cellule. Et ce chef de cellule va vous dire non.
C'est un chef de cellule qui existe déjà sur le terrain. Il contrôle déjà les centres d'information. Il va vous dire non, votre limite géographique c'est ici, à partir d'ici. Entrez déjà en contact direct avec vos chefs de cellule. Pour ceux qui ont les 1, 2, 3, 4, comme Galima, comme Kimbanse, qui alors pour Gombe, Kitambo, Lingwala, Kinshasa, ils sont déjà dans le bon. Ils peuvent commencer à travailler. Mais vous devez vraiment chercher à connaître les limites géographiques à partir de vos chefs de cellule. Provinciaux. Et ce directeur provincial va me mettre en contact. C'est-à-dire, les coordinateurs, d'abord on va commencer au niveau de hiérarchie. Je vais trouver les directeurs provinciaux de Lukunga. Je les mettrai en contact avec les coordinateurs provinciaux de Lukunga. Ils vont échanger. Et le coordinateur provincial va demander les chefs de cellules, les contacts, et puis ça va aller comme ça. C'est facile. Nous sommes toujours dans les CNACPF. C'est les CNACPF qui nous contrôlent, c'est les CNACPF qui nous payent. Oui. Ouais. Vous avez parlé des 36 unités. Il fallait pour moi lui expliquer les 36 unités là constituent son bureau. Ouais. Son bureau. Non. Et non les applications dans le centre. Ah. C'est sa question. Non, pas 36, c'est 46. J'ai parlé de ça, c'est 46. Les candidatures, tout le monde qui est ici a recommandé. Tout le monde qui est ici a recommandé. Alors on va faire comment pour ça? Tout le monde qui est ici qui a recommandé, maintenant on va vous donner cette responsabilité de nous proposer une mise en place des 46 unités. Alors ces recommandations, alors ces candidatures. C'est chaque jour que je reçois des candidatures, c'est chaque jour. Alors on va faire comment? Aujourd'hui déjà, je pense, on vient d'atteindre 1000, d'en trouver votre lieu d'affectation, 1000. Alors le 1000 là, ce sont les gens qui ont les téléphones, et ceux qui n'ont pas les téléphones seront communiqués, sont déjà communiqués par leurs frères et sœurs qui ont les téléphones, que demain c'est le contrôle physique. Demain. Il y a encore des questions? Parce que ni les coordinateurs provinciaux de Mohamba, ni son représentant est venu ici. Mohamba, c'est ça. Mohamba, c'est ça. Oui, on a fini. Je vous remercie. En tout cas, big up à vous. Vous êtes les héros. Dernière prière. Hein? On avait commencé par la prière et puis cher.